Le moment est venu d'accompagner celui qu'on n'a pas encore entendu depuis les annonces du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon nous rejoint maintenant. Il va nous dire ce qu'il pense de ces mesures décidées par Édouard Philippe. Jean-Luc Mélenchon que nous accueillons tout de suite. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Soyez le bienvenu. Merci de réserver vos premières déclarations à LCI. La première question, elle est simple. Vous avez entendu, j'imagine, le Premier ministre. Est-ce que vous saluez ces mesures? Est-ce que vous dites on va faire un apaisement? Franchement, je suis comme tout le monde, je n'en sais rien. C'est un mouvement qui est auto-organisé. La réponse, elle est sur les barrages et dans la bouche des Gilets jaunes. Est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils estiment que c'est suffisant? Est-ce que il y a aussi deux temps dans la vie ordinaire des Gilets jaunes, de ce que j'ai pu observer. Il y a la semaine où tout le monde ne peut pas être là, les gens sont au boulot, etc. Et puis il y a le samedi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois qu'il faut d'abord bien comprendre la nature absolument auto-organisée de ce mouvement. Il faut d'abord réfléchir sur ce qu'il est. Là, vous venez de montrer des images. Il y a une autre caractéristique qui doit vous frapper, les commentateurs. C'est le nombre de femmes. Et quand je dis le nombre de femmes, c'est pas pour être dans les tendances de notre époque, c'est parce que les femmes sont la partie la plus brutalisée de la société sur le plan social. Les plus petits salaires, le plus de précarité. Et les femmes que vous voyez là sont des femmes qui vivent dans des stratégies de survie. Et lorsque aller lutter fait partie et l'instrument de survie, c'est que les choses sont profondément dégradées dans le pays. Alors, on va voir ce que dit le mouvement. Mais les mesures, je vais voir cette semaine. Je pense que ça va se régler. Dans les 2-3 jours, on va avoir une idée. En ce moment, il y a un processus d'agrégation de lutte. Il y a des paysans ici, des lycéens là qui viennent. Est-ce que ce mouvement se continue et samedi débouche dans une énorme mobilisation, ou bien est-ce que M. Édouard Philippe... Est-ce que vous le souhaitez, vous, qu'il y ait une énorme mobilisation samedi, après l'énoncé de ces mesures d'Édouard Philippe? Est-ce que vous, en tant que dirigeant du groupe parlementaire LFI, vous le souhaitez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je vois clair dans son jeu, c'est normal. Il a dit je changerai pas de cap, et voilà que maintenant il faut qu'il change complètement de pied. Mais en même temps, il dit voilà, on va mettre la vie entre parenthèses pendant 6 mois. Ça va, j'ai assez d'expérience dans la vie pour savoir ce que sont devenues les précédentes commissions de concertation et tout ça. Il veut se donner une respiration pour que le mouvement baisse et que il puisse réentortiller tout le monde. Donc moi, j'espère que le mouvement continue, mais je n'ai aucune autorité sur ce mouvement. Mais est-ce Tout ce que je peux dire aux insoumis, c'est soyez sur les barrages, participez à la vie de ce moment extraordinaire de la vie des Français et de la France. Là est en train de s'écrire une page, Monsieur Pujadas, de l'histoire sociale de la France qui va rester marquer les esprits, les cultures personnelles, les sentiments pendant des années. C'est une insurrection, c'est une révolution. Les mots ont parfois pas d'importance, mais parfois ils en ont. Non, s'ils ont de l'importance, vous avez raison, Madame Chabot. On peut parler... alors évidemment, il faut se méfier des mots qui ont des contenus différents. Par exemple, quand on dit « le peuple est en mouvement », c'est clair que c'est pas le peuple du XVIIIe siècle, du XIXe, ni du XXe. C'est encore une autre définition. De même, quand on parle de révolution, il faut s'enlever de la tête l'imagerie d'Épinal, en quelque sorte, des révolutions qu'on a pu connaître. Mais oui, c'est un processus révolutionnaire. Pourquoi? Parce que aucune autorité n'est légitime à ses yeux. Il est auto-organisé. Il a des catalogues de revendications qui, les jours passants, se complètent et finissent en partant du carburant, terminer par demander une constitution nouvelle ou des assemblées citoyennes. Donc, nous tous qui sommes des observateurs, ou pour ce qui me concerne, un acteur de la vie sociale du pays, sont des événements sans pareil. Dans une vie de militant, vous voyez ça une fois. Je reviens sur ces mesures. Si, au lieu d'un moratoire, c'est une suppression qui avait été annoncée, là, vous les auriez jugées significatives? Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là, parce qu'encore une fois, je veux redire les choses. Le pouvoir de décision, il est sur les barrages, il n'est pas dans les mouvements politiques. Oui, mais je vous parle de vous, de Jean-Luc Mélenchon. Il est clair que... Non, mais moi... je suis en porte-parole politique. Vous êtes un opposant. Vous connaissez mon programme. Enfin, moi, quand je vois des gens qui se proposent de réaliser mon programme en passant par des mobilisations spontanées de citoyens, je vais quand même pas dire non, ça me plaît pas. Alors chacun dit très content. Programme. Chacun voit midi à sa porte dans ce mouvement. Peut-être, mais... Monsieur Pujadas, peut-être. Mais moi, quand j'entends 6ème République, je me sens concerné. Quand j'entends rétablir l'ISF, je me sens concerné parce que c'est ce que j'ai écrit. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne préempte rien du tout. Mais vous m'avez posé une question qui a son importance dans la compréhension des mouvements. Dans un mouvement de cette nature, toute décision
a du mal à imprimer les décisions politiques. Mais ou bien une décision règle le problème, ou elle l'aggrave. Monsieur Édouard Philippe a compté sur le fait que les gens ne se rendraient pas compte qu'un moratoire, ça ne voulait pas dire grand-chose. Il aurait dû dire, bon, j'ai compris, j'arrête. Je laisse tomber les taxes sur les carburants, j'arrête. Et je vais retrouver les 3 milliards. Taquin, j'ai dit, les 3 milliards, vous n'avez qu'à prendre l'impôt sur la fortune. Bien. Mais il ne l'a pas fait. Donc, tout se joue maintenant sur le fil du rasoir. Ou bien les gens pensent que le moratoire, c'est une bonne idée, ou bien ils pensent qu'on se moque d'eux. Et puis, il y a ceux qui vont s'informer. Vous pensez qu'on se moque d'eux? Écoutez, moi, j'ai un petit sourire parce que je me suis dit, mais où il a trouvé cette idée de moratoire? Personne n'en avait parlé. Voilà. Où est le moratoire? Le MEDEF parle le matin, le soir, M. Édouard Philippe le fait. Personne n'avait parlé de moratoire avant le MEDEF. C'est pas tout à Donc fait je juste, pense qu'il a compris que le rapport de force était tellement dégradé. Pardon. Même des amis du président de la République, comme François Bayrou, avaient dit qu'il fallait suspendre, faire un moratoire, geler, quelle que soit l'expression. Donc c'est pas nouveau. Mais je trouve que quand le MEDEF parle, pardon de dire que ça pèse quand même, hein, et que quand ils en sont eux-mêmes à dire attention, c'est en train de mal tourner, je pense que le président de la République a dû entendre le message. Mais ce n'est pas ça qui était attendu. Il y a surtout quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la souffrance des gens, bien sûr pour nous autour de ce plateau, on n'a pas la même vision du monde et des choses que les gens qui sont au SMIC à 1184 €. Il n'y a pas une personne ici qui gagne le SMIC. Donc notre perception peut être complètement décalée par rapport à ce que ressentent les gens. Pour qu'ils se soient mis en mouvement comme ça, pour que les femmes s'y soient mises, comme je viens de vous l'indiquer, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Par conséquent, si vous voulez, la réponse qui est faite, elle est à peu près aussi ridicule que le discours du président de la République qui disait je vais vous donner des sous pour changer votre chaudière. Bon, d'accord, mais enfin, il ne réalise pas que s'ils subventionnent, mais que les gens doivent trouver de l'argent, cet argent, ils l'ont pas. Alors, ils sont dans des logiques de survie. Donc, il faut contenter, redonner de la respiration au peuple, que les gens puissent vivre normalement. Ils ne demandent pas des 1000 et des 100. Ils demandent de vivre normalement. Quel instrument utiliser justement pour le pouvoir d'achat? Aujourd'hui, dans un communiqué écrit que vous avez fait après l'intervention du Premier ministre, vous avez regretté qu'il n'y ait pas d'augmentation du salaire minimum, donc du SMIC. On sait par ailleurs que quand on augmente le SMIC, on prend le risque de diminuer les créations d'emplois dans certains secteurs, ceux qui sont exposés à la concurrence internationale ou bien d'autres. Est-ce que ça ne vous effraie pas dans un pays où il y a encore 5 millions d'inscrits? Je pense que ce n'est pas vrai. Prenons un exemple. Si nous mettions les milliards qu'il faut dans le bâtiment pour du logement, le Marseillais que je suis devenu peut vous parler de l'urgence de la question. Hein. Pardon, ils ne sont pas exposés à la concurrence. On ne va pas construire les immeubles à Shanghai et les ramener en bateau à Paris ou à Marseille. Non mais attendez, c'est un secteur décisif. Parce que pour ce qui concerne le logement, l'isolation thermique du logement, nous avons les artisans, les gens qui sont là. Ils manqueront de personnel, soit dit par parenthèse, parce qu'il va falloir former beaucoup de monde pour appliquer ce plan. Je pourrais prendre d'autres mesures. Par exemple, le ferroroutage. Moi, je suis pour ça c'est des mesures écologiques. Plus un camion qui passe de la Belgique à l'Espagne. Donc, idem, plus un camion à l'Italie. Alors, laissez-moi terminer. Ça se délocalisera pas, monsieur Langlais. Ça se fait ici. Les rails sont ici, les locomotives sont ici, les camions sont ici. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse peur et qu'en quelque sorte, on s'interdise de penser à un autre futur que ce qu'on a sous les yeux. On peut faire autrement, d'une autre manière. C'est ça la vertu de la politique, hein, c'est qu'il y a Quelle augmentation vous semble souhaitable aujourd'hui? Évidemment. Quelle augmentation, quelle proportion? Ça dépend. Dans le programme que j'ai présenté, on en était à 1300 €, 1386, si je me souviens bien, de ce qu'on disait nous. Et la demande que j'ai vu apparaître dans les revendications qui apparaissent sur les barrages, c'est 1300 €. Donc les gens demandent en gros 120 € d'augmentation sur le SMIC. Bon, comprenez bien une chose, c'est que le SMIC à 1184 €, c'est à moins de 200 €, à 150 € du minimum de pauvreté. C'est-à-dire que d'après les statistiques internationales, en France, on est considéré comme pauvre si on a 900 € de revenus mensuels. Permettez-moi de vous dire que pour beaucoup de gens, 900 €, c'est quasiment une fortune, hein, notamment pour les petits retraités qui viennent de se faire taxer à la CSG. Les petites retraites, le minimum, ce qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse, je crois que c'est 460 €, hein, c'est ça, monsieur Langlais? Un peu moins de 500, oui, tout à fait. Bon, c'est 460, quelque chose, et des brouettes. Quelque chose entre 460 et 500, je ne veux pas dire de bêtises. C'est-à-dire des sommes qui sont infimes.
Et donc ces gens-là ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus vivre. C'est ça que beaucoup d'élites n'ont pas compris, c'est que les gens étaient arrivés au bout du bout de ce qu'ils peuvent supporter. Donc le président et le gouvernement ne peuvent pas se contenter de dire « je vais vous donner des sous pour changer d'eau chaudière » ou « je reporte les augmentations ». Il faut qu'ils leur disent « bon d'accord, on reporte les augmentations, mais nous comment on fait maintenant ?» Surtout à la veille de Noël, vous savez que c'est des sujets cruels. Pour que les choses soient claires entre nous et avec tous ceux qui nous regardent, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, vous dites c'est une révolution. On n'a jamais vu. Citoyenne, elle est d'un type tout à fait nouveau. Je ne peux pas ne pas soutenir des gens qui, en gros, portent le même programme ou demandent les mêmes choses que moi j'ai portées pendant ma campagne. Ça veut dire que, tout simplement, oui ou non, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une crise politique qui aille jusqu'au bout avec le président de la République dans l'obligation de dissoudre l'Assemblée, voire éventuellement de remettre son mandat en jeu? Pour que ce soit clair. Alors, commençons par dire à propos du mot révolution que j'ai théorisé ce type de révolution dans un livre qui s'appelle L'ère du peuple. Ça s'appelle la révolution citoyenne. Toutes les caractéristiques sont là, les gens veulent tout contrôler eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont raison. Alors, qu'est-ce que je souhaite? Évidemment, je suis le président d'un groupe d'opposition qui a été candidat à une élection présidentielle et qui porte un programme. Donc, il est normal que comme opposant et comme proposant, je veuille voir mon programme se réaliser. En même temps, je respecte les règles du jeu démocratique de mon pays. C'est pas à moi de les mettre en question. Si d'autres veulent les mettre en question, ils le font, et c'est le pouvoir qui se mettra en impasse. C'est la revanche de 2017 que vous voulez. Non, mais clairement, on vous le dit, c'est la revanche de 2017. Si le Premier ministre n'arrive à rien, il faudra bien qu'il trouve une solution. Parce qu'une solution politique, c'est à ça que sert la politique, à régler les conflits qui, sans ça, deviennent inextricables. Donc, si monsieur le Premier ministre n'a convaincu personne, ce qui, à mon avis, semble se dessiner, eh bien, le président de la République aura le choix entre deux choses. Ou bien changer de Premier ministre, ou bien dire, écoutez, moi, je ne change pas d'avis, j'appliquerai mon programme, c'est comme ça, ou ce que je crois juste, et comme vous n'en voulez pas, eh ben, on vote. Parce que dans une démocratie, le vote n'est pas un risque, c'est une solution. D'autres l'ont fait. Le président Chirac, après novembre-décembre 95, il a attendu un an, puis il a dit, bon, j'y arrive pas, je sens plus, il disait, la force vide. Bon, le général de Gaulle l'a fait en plein mouvement de mai 68. Donc, la solution démocratique n'est pas un problème, c'est la solution. Donc oui, il pourrait, pour finir, dissoudre. Mais moi, je ne me mêle pas de dire à cette étape autre chose que ce que j'observe et, en quelque sorte, d'être en phase et de porter la parole politique qui correspond aux demandes des Gilets jaunes qui ne m'ont rien demandé. Question sur la fiscalité, c'est un mouvement qui témoigne d'un ras-le-bol fiscal. Oui. Et vous êtes proche de ce mouvement, vous êtes à leur côté, sinon physiquement, au moins par l'esprit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe pour vous qui utilisez dans votre programme, justement, de 2017, beaucoup le levier fiscal? Alors vous allez me dire, surtout sur les riches, bien sûr, c'est vrai, mais pas seulement. J'ai repris votre programme, création de 14 tranches d'impôts sur le revenu au lieu de 5. Chaque foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, quels que soient ses revenus précisément, CSG progressive, taxer les Français, quel que soit leur pays de résidence, donc à l'étranger, TVA sur les produits dits de luxe. C'est la fête aux Gilets jaunes, là. Merci, Monsieur Langlais, parce que vous venez de dire exactement ce qu'est mon programme. Alors, je vais vous le prendre un par un. Aujourd'hui, il y a 5 tranches d'impôts. Oui. Vous savez comme moi ce que ça veut dire. La moitié des Français ne payent pas d'impôts, il y a 5 tranches d'impôts. Ça veut dire que tout pèse sur la classe moyenne. C'est ça, la vérité. Si vous mettez 14 tranches, eh bien, vous étalez l'effort et vous faites payer davantage les plus riches. Vous faites payer les plus démunis. Mais attendez, les plus démunis paieront ce qui correspond à leur situation. Aujourd'hui, ils ne payent rien. Eh bien oui, peut-être qu'ils paieront un impôt. Non, tout le monde paye l'impôt. Mais les riches paieront beaucoup plus. Mais ça, les Gilets jaunes, ça ne va pas forcément leur faire plaisir. Eh bien, demandez-leur. Le problème n'est pas de faire plaisir. Le problème est d'organiser un système d'impôt qui soit perçu comme juste par tout le monde. Toutes les révolutions en France sont d'abord des révolutions, c'est soit pour résister à l'envahisseur, comme la Commune, soit comme la grande révolution de 89, c'est une affaire d'impôts. La révolution de 89 commence pas à la Bastille, elle commence la veille, les gens brûlent toutes les barrières d'octroi de Paris. Il y a une question de nature, de justice, Monsieur Langlais, mais aussi de mesure. 5 exemples, souffrez que quand même on répond. Je vous ai répondu sur les tranches d'impôts. Lisez-moi la suite. Je l'ai oublié. On va pas les faire tous les 5, peut-être. CSG progressive, taxer les Français, quel que soit leur pays de résidence. Voilà, stop, arrêtez là. Nous avons eu sur TF1, une fois, je m'en souviens, on avait demandé à Monsieur Sarkozy ce qu'il pensait. Il avait dit, voilà, il faut qu'on fasse un impôt. Tous les Français payent l'impôt où qu'ils habitent dans le monde. Et la journaliste de TF1 a dit, mais ça, c'est ce que vient de dire Monsieur Mélenchon la veille. Il n'avait pas suivi, il n'était pas au courant. Donc on était au moins 2 à être du même avis. Et on peut dire qu'on est 3,
parce que les Nord-Américains le font. En quoi ça consiste? Vous savez ce qui se passe aux États-Unis? Attendez. Il y a beaucoup d'Américains qui quittent la nationalité à cause de ça. Ah non, mais bon, s'ils veulent plus être américains et si les gens veulent plus partager leur sort avec les autres, 4000 l'année dernière. Non, c'est pour vous dire que c'est pas une solution. Regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de là, les fuyards du fisc seront rattrapés. Ils paieront leur impôt dans le pays dans lequel ils sont, mais ils paieront la différence avec le fisc français. Donc ça ne vaudra plus la peine, ça n'aura plus d'intérêt de s'en aller. Ça s'appelle l'impôt universel. Et figurez-vous que c'est une grande question pour les Français. Chaque année, on se fait voler 100 milliards de gens qui trichent avec l'impôt. En Europe, c'est 1000 milliards. Si juste on récupérait la fraude de l'impôt, aucun des problèmes dont on discute ce soir n'aurait de réalité. Parce que ça fait 100 milliards de plus dans la caisse de l'État. Vous voyez pourquoi mon impôt universel, c'est un impôt juste. C'est pas les gens qui sont c'est pas les gilets jaunes qui sont concernés. Ils ne s'enfuient pas en Belgique, à la frontière belge, ou je ne sais trop où, ou au Luxembourg et dans les autres paradis fiscaux. Vous avez aussi des Français modestes, hein. Pardon? À l'étranger, vous avez aussi des Français modestes. Sûr, et ils ont des droits, parce que jusqu'à présent, on leur demande des choses, mais on leur donne rien en échange. Par exemple, moi je considère que tout Français à l'étranger doit pouvoir avoir ses enfants à l'école, pris en charge, comme le sont tous les enfants de France et de Navarre. Je trouve que c'est normal. Je trouve que ça serait normal qu'on leur donne cette possibilité. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Une question sur les manifestations et les violences des manifestations, parce que votre première déclaration, vous étiez à Marseille, je crois, après les violences de samedi, a pu apparaître ambiguë. Écoutez. Les violences, c'est devenu un rituel maintenant. Et on a l'impression que les dispositifs qui sont mis en place sont faits pour ça. Quand vous barrez toutes les rues et que vous laissez les gens rentrer à un seul endroit, et que pour finir vous commencez à les bombarder avec de l'eau et des gaz lacrymogènes, vous êtes sûr du résultat. Donc pour moi, elles sont résiduelles. Ça sert tellement le pouvoir que ça paraît presque préorganisé. Voilà, on a l'impression que ces violences, grand 1, elles sont pas graves, elles n'étaient pas graves. Grand 2, c'est la faute du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Vous m'avez mal compris, Monsieur Pujadas, ce qui résiduelles. m'étonne, parce que vous êtes toujours très... j'ai dit elles sont résiduelles par rapport à la puissance du mouvement. Quand vous avez un mouvement dans tout le pays, au moment où je parle, je ne sais pas que la préfecture du Puy-en-Velay va être incendiée, je ne sais pas ces choses-là. On me montre les images de Paris. Il se trouve que j'ai eu avant contact avec des amis qui se trouvaient là et qui me demandaient d'intervenir pour qu'ils puissent sortir de la place de l'Étoile. Je me dis, mais écoutez, sortez, hein, allez-y à pied. On me dit, c'est pas possible, on est encerclés. Voilà pourquoi je me suis exprimé de cette manière. Mais j'ajoute que ces violences, d'abord, on pouvait accéder à la place de l'Étoile tellement facilement. Ceux qui acceptaient, j'ai des amis qui acceptaient vous savez, on fouille les sacs, tout ça, bon, ils se plient ils pensaient qu'ils seraient en sécurité. Mais ils faisaient la file quand les lacrymos ont commencé à être tirés. Moi, je ne veux pas entrer dans l'organisation du maintien de l'ordre, c'est pas mon métier, c'est pas ma spécialité. Bon, mais je dis seulement que si on examine les événements uniquement à travers le prisme des violences de l'Arc de Triomphe, qui ne font plaisir à personne, si c'est ça qu'on veut m'entendre dire. Pas plaisir ou c'est grave? C'est grave dans la mesure où on préfère qu'il n'y ait pas de violence. Mais si nous partons de l'idée que nous sommes dans une situation extraordinaire, je ne dis pas qu'on peut excuser, mais on peut comprendre ce qui se passe. Et ça ne sert à rien de prendre tous les invités sur les plateaux ou tous les dirigeants politiques en leur disant « vous devez condamner impérativement ». On y passe 2 ou 3 minutes sur l'interview, mais ça compte aussi. Je ne vous en veux pas, je vous dis juste que voilà comment je réagis. Et vous savez, Monsieur Pujadas, ce qui m'a surpris... On peut avoir l'impression que vous minimisez, c'est pour ça que je vous pose la question, Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas non plus me mettre à pleurer, il y a quand même des morts, ça fait pleurer personne. Vous me parlez de l'Étoile, vous me parlez de la dame qui est morte à Marseille, vous me parlez du jeune qui est dans le coma à Toulouse, vous me parlez du gars qui s'est fait brûler la figure. Non, on parle toujours... Pourquoi? Moi, je veux pas... ça ne constitue pas un tout. Oui et non, c'est pas pareil. Les forces de l'ordre sont à ce qu'on appelle les forces de l'ordre, là où va bien où est l'ordre, sont dans un état d'épuisement qui me fait penser d'ailleurs que le gouvernement aura beaucoup de mal à tenir 1 semaine, 2 semaines comme ça, parce que ces hommes ont maintenant, et ces femmes, soit dit par parenthèse, pareil, on n'en a pas vu une l'autre jour dans les salutations du président de la République, mais des femmes dans la police et il y en a partout. Bon. Ces gens sont au bout du rouleau, on leur doit des dizaines d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Bref, je pense que ce que l'on appelle les forces de l'ordre sont déjà au-delà de la capacité qu'elles avaient d'intervenir physiquement. Hein. L'autre jour, vous avez entendu le CRS ou le policier qui s'énerve, puis à un moment donné, il dit « bon, d'accord, c'est un brave homme, quoi. » Il dit « mais j'ai pas mangé depuis ce matin 5 heures. » Ah bon, la troupe ne mange pas, ne boit pas, qu'est-ce que c'est que c'est? Où on en est, là? Donc il y a un sérieux problème aussi avec cette utilisation constante et si exagérée. Écoutez, on a entendu dire qu'il y avait, par les autorités, qu'il y avait
10 000 personnes, puis après j'en ai rajouté 8 000. 18 000 manifestants. On a entendu ensuite qu'il s'était tiré 20 000 grenades. Enfin, c'est de la folie. On utilise un matériel en plus qui est réputé dans le monde entier dangereux. Il faut arrêter d'utiliser ce matériel. Les policiers n'ont pas envie que ça tourne mal. Merci. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir réservé vos premières déclarations à LCI ce soir. Alors je me résume. Je dis à monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, cédez ou partez. Et c'est ce qui va se passer. Merci Jean-Luc Mélenchon. L'appel est lancé. C'est Marine Le Pen qui gagne et le Rassemblement national. Pardon ? Et je dis à la fin, c'est Marine Le Pen qui a pris l'avantage et qui peut gagner ou progresser dans les prochaines élections législatives. C'est les électeurs qui le disent, ces choses-là, et quelle que soit leur décision. Est-ce que vous ne la regardez pas en train de vous avez noté que je fais ce que je peux pour que l'alternative que je représente existe. Et je crois qu'elle existe. Et je vais vous dire une chose, Madame Chabot, la même que j'avais dit sur le plateau de France 2 lorsque M. Pugidas y officiait. J'avais dit à la fin, ça se terminera entre eux et nous. Parce que ce que vous voyez là, à l'extrême centre, Monsieur Édouard Philippe et combien d'autres, sont dans une impasse idéologique, personnelle et historique. Donc maintenant, le peuple a à choisir entre on partage ou chacun pour soi à la sauce de Madame Le Pen. C'est l'immigré, l'ennemi, ou c'est le financier. Voilà devant quoi le peuple français est trouvé. Puis bon, c'est la démocratie, c'est normal, non ? Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité ce soir. Marlette, vous restez avec nous. Merci François. Et nous poursuivons cette émission avec qui nous rejoignent. D'abord, Julien de Normandie, merci d'être avec nous, monsieur le ministre chargé de la ville et du logement. Soyez le bienvenu.